Merci d'être là. Surtout merci à Monsieur Joignot et à Madame Chrétien pour avoir accepté notre invitation. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par le Réseau français des villes éducatrices. Donc, moi, je vais juste présenter un petit peu le réseau pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Euh, et puis, je laisserai mon collègue Richard vous présenter le thème qui est les maternelles, qui est un thème très important pour le réseau, à la petite enfance et pour les élus locaux qu'on est. Et puis Charlotte va vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc voilà, juste le réseau, c'est en fait un réseau de villes éducatrices. C'est le réseau qui rassemble à peu près 120 collectivités de toute taille. C'est un réseau d'élus où en fait entre nous on échange sur les politiques éducatives de nos collectivités pour comment accompagner, associer, coordonner, animer tout en même temps tout ce qui est éducation dans nos villes ou dans nos collectivités dans les villes, mais que ce soit les associations d'éducation populaire, l'éducation nationale, la CAF, les partenaires. On a un réseau où on pense fortement, en tant qu'élu, que l'éducation, elle doit être inclusive et émancipatrice, avant tout, dans tous les temps et à tout âge des enfants et des jeunes. Donc, on s'implique sur l'ensemble de l'éducation et on est là pour vraiment créer des alliances. On pense fortement aux alliances de l'éducation nationale, l'éducation populaire, ce que je disais avant, des parents, l'action aussi, rendre acteurs les enfants sur leur propre éducation, les agents des collectivités et les associations, les animateurs, etc. Donc, on pense aussi que l'éducation doit répondre à plusieurs choses aujourd'hui. C'est déjà au défi climatique, qui est important, et démocratique, qui touche beaucoup nos sociétés. Ces villes éducatrices, elles plaident pour des villes à hauteur d'enfants, pour aussi des villes où grandir en ville, c'est être acteur et avoir des lieux dans les espaces publics ou dans les institutions, des lieux où l'enfant a sa place en tant qu'acteur et voire auteur, c'est-à-dire qu'on peut créer aussi en tant qu'enfant. C'est aussi, on pense que c'est à l'échelle locale que peuvent se retisser les espaces de solidarité, de démocratie et une reconnexion avec la nature et la compréhension de son environnement. Et là, je vais faire un peu le lien avec ce qui nous rassemble aujourd'hui. Euh, pour moi, grandir, c'est vraiment pouvoir être autonome, être responsable. Et souvent, je cite le pédagogue Ferré, pas Freinet, mais Ferré, qui pour lui, devenir autonome, c'est de pouvoir être responsable. Et je pense que pour être responsable de ses choix, vraiment, il faut d'abord comprendre son environnement. Et le comprendre, c'est là qu'on peut y agir, pas quand on le subit. Et c'est ça un peu l'éducation, c'est pouvoir donner la chance de choisir aux enfants et à toute personne adulte, etc. C'est pour ça qu'on dit aussi que l'éducation, c'est à tout âge. Et justement, l'école maternelle, je ne vais pas rentrer trop dans le débat, mais c'est avant tout les maternelles, c'est une lutte contre les inégalités qui peuvent exister intrafamiliales ou dans les familles, ou inégalités sociales, une inégalité aussi d'environnement. Euh, et effectivement, c'est une école qui, pour moi, doit être une école avant tout de l'épanouissement, donc un épanouissement intellectuel. Et pour cela, l'enfant, il a besoin d'adultes formés et d'adultes forts qui doivent l'accompagner vers la curiosité, la parole, l'écoute, le vivre ensemble, etc., et la socialisation. Et c'est ça le rôle de l'école maternelle qui est très fort aujourd'hui en France et qu'il faut qu'on se batte pour la garder vraiment fortement. Et elle est essentielle pour l'égalité et l'éducation de tous les enfants de nos territoires. Il faut dire aussi que l'école maternelle, c'est quelque chose de très spécifiquement français n'existe pas partout et qui est une école gratuite obligatoire maintenant, depuis quelques temps, depuis 2 ans, est important aussi pour l'égalité du jeune enfant. Voilà, moi, ce que je voulais un peu vous dire et toujours vous remercier de participer à notre webinaire. Je fais, je fais juste un petit rappel pratique puisque donc il y a des gens qui nous ont rejoints. Donc vous pouvez poser des questions soit avec le bouton Q et R qui doivent se trouver en bas de votre écran ou bien dans le chat. Mais voilà, les spectateurs ne peuvent pas intervenir directement. Toutefois, je peux éventuellement vous donner la parole si c'est vraiment nécessaire. Et je vous rappelle aussi que la conférence est enregistrée et qu'elle sera rediffusée ensuite sur la chaîne YouTube du réseau des villes éducatrices. Voilà, je laisse Richard prendre la suite. Bien, bonjour à toutes et à tous.
D'abord, Émilie a oublié de dire qu'elle était notre présidente. Elle a présenté le réseau sans se présenter, donc voilà. J'oublie à chaque fois. Mais heureusement, on est là. Voilà. D'abord, merci aux deux intervenants de prendre du temps pour nous éclairer sur un certain nombre de problématiques qui, pour nous, nous semblent tout à fait complexes. Alors évidemment, on a des approches qui sont les approches connues par le grand nombre, mais quand il s'agit de creuser un certain nombre d'argumentaires, on s'aperçoit qu'on est un petit peu court en termes de connaissances théoriques. Si bien que notre réseau prend l'initiative toujours de monter ce type de conférence pour approfondir tous ces sujets qui sont quand même importants quand on est élu et quand on est élu à l'éducation. Alors, en ce qui concerne ce sujet-là, moi, je suis parti du début, enfin, je pense que c'est le début, c'est-à-dire du concept de petite enfance. C'est-à-dire qu'il y aurait comme ça des stades dans notre vie, et il y a celui de la petite enfance qui se déroule dans des environnements qui se partagent, on va dire, entre un environnement tout à fait intime, qui est très proche, qui est auprès des siens, et puis un environnement plus collectif. Et que l'enfant se promène comme ça entre ces deux environnements, qui sont des fois des compromis, des fois des choix. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le repère quand on est élu. La question pour nous, c'est d'essayer de comprendre d'abord quels sont les termes selon lesquels on pourrait poser cette problématique d'une réponse collective à ce stade qu'est la petite enfance. Puisque la réponse intime, elle ne relève pas de notre secteur. Et donc, on a comme ça l'impression que cette réponse, elle s'organise toujours sur un débat qu'on voit toujours apparaître, qui est celui de besoins supposés de l'enfant. Émilie, tout à l'heure, disait les besoins de l'enfant. Donc, on part d'un principe qu'il y aurait des besoins supposés de l'enfant. Et puis, des propositions du monde adulte qui seraient de mettre des structures au service du développement de cet enfant. Donc, il y a ces besoins supposés, et puis ce qu'on met à leur disposition, qui serait au service de leur développement. Et c'est toujours cette bipolarité qu'on voit réapparaître tout le temps, surtout quand les enfants sont très petits. Et on se demande si finalement tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous n'est pas le résultat d'une espèce de rapport de force qui s'opère systématiquement entre ces deux polarités. Alors, quel que soit le conflit qu'on observe, on a l'impression que quand même il y a un consensus. Le consensus, et là vous allez nous éclairer là-dessus, le consensus, c'est que il y aurait une progression de l'enfant et que cette progression, elle serait structurée selon des stades, et ça on est tous un peu imprégnés de la culture de Piaget, et donc il y aurait comme ça des stades qui s'enchaîneraient les uns derrière les autres, et qui feraient que les structures que nous on met à disposition de l'enfant, elles suivraient un peu ce présupposé qu'il y aurait une structuration en stade. Et on voit que toutes les structures éducatives ont l'air de suivre un peu cette chose-là. Et souvent, on est accusé de ne pas être au bon endroit du bon développement de l'enfant. Et quand on n'y est pas, il y a probablement peut-être en retard ou en avance. En tout cas, on est dans cette espèce de façon de faire qui est quand même quelque chose qu'il faudrait vérifier parce que ça reste quelque chose qui, pour nous, n'est pas vraiment questionné. Enfin, il me semble que ça n'est pas vraiment questionné. Et puis, il y a ce qu'Émilie disait, c'est-à-dire que la France semble une exception,
Et elle fait commencer l'encadrement collectif de la petite enfance directement dans une école, par l'école maternelle. Ça veut dire que cette façon de repérer l'enfant dans une structuration en stade fait que très très vite, on l'intègre dans un cursus. Et on est vraiment dans le mode du cursus. Il y a un cursus qui commencerait à la maternelle, donc avec des enfants très très petits, et qui se terminerait, bon, c'est un cursus scolaire. Donc la petite enfance est prise en main tout de suite dans un cursus scolaire, en tout cas très très jeune. On amène, enfin moi je suis à Gennevilliers, on a toujours travaillé pour la scolarisation des 2 ans. Donc c'est vraiment un cursus qui commence très très tôt. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier qui peut-être dépend du fait qu'on est très inquiet sur cette question du développement et du développement qui prendrait les marches de la formation, quoi. La deuxième question, évidemment, qui va derrière, c'est quelles sont en fait les fonctions de l'école maternelle, du coup, puisque si on commence si tôt, est-ce qu'elle répond à des besoins des enfants ou est-ce qu'elle répond à cette problématique d'accompagnement vers un développement? Est-ce que l'un et l'autre sont incompatibles? Vous nous le direz. Et puis la dernière question qu'on se pose, c'est que est-ce que des enfants qui passent par l'école, est-ce que l'école maternelle est une réponse qui permet la mieux d'assurer une égalité de traitement éducatif pour les enfants? Voilà les 3 grandes questions qui se posent pour nous. Il y a déjà là-dessus beaucoup d'interrogations. Voilà. Qui commence? Ben je peux commencer hein, en reprenant un peu les 3 points et puis tout ce qu'il y a derrière. En fait, quand on étudie un petit peu l'histoire de l'école maternelle, hein, Excusez-moi, peut-être, n'oubliez pas de vous présenter peut-être. Ah oui, oui, peut-être, oui, Oui. pour commencer, excuse-moi, oui. Donc, je suis Christophe Joignot et voilà, je suis enseignant-chercheur à l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil, et j'interviens dans l'INSPE de Créteil en tant que formateur de futurs PE. J'ai professeur des écoles, j'ai été moi-même professeur des écoles. Voilà, et mes travaux de recherche tournent autour des inégalités à l'école maternelle et puis aussi les pratiques enseignantes et l'entrée dans le métier des professeurs des écoles. Voilà, et je suis plutôt sociologue, mais comme vous l'entendrez, je m'intéresse beaucoup à la psychologie hein, quand on s'intéresse à l'école maternelle, en particulier aux travaux de Vygotsky, un psychologue russe qui a maintenant beaucoup d'influence à propos de beaucoup d'influence même sur les programmes et c'est devenu une référence presque incontournable à l'école maternelle depuis 20 ou 30 ans, donc j'y reviendrai. Voilà pour la présentation. Peut-être que du coup, on passe à la présentation aussi de Maryse, je ne sais pas, ou est-ce que j'enchaîne? Voilà. J'allais proposer peut-être que Maryse se présente comme ça. Bonjour à tous et merci d'accorder votre confiance à l'Association générale des enseignants d'école maternelle. Donc, je suis Maryse Chrétien et vous parliez, Monsieur Mera, d'accueillir des enfants de 2 ans. Eh bien, écoutez, moi, j'ai la chance depuis plus de 25 ans d'accueillir des enfants de 2 ans à l'école. Donc, vous voyez, on est vraiment sur les mêmes valeurs par rapport à tout ce que vous venez de présenter. Et notre association, effectivement, qui est née en 1921, va fêter ses 100 ans cette année. Et c'est l'occasion, par l'historique dont voulait commencer Christophe Joignot, de dire combien notre association
à accompagner effectivement l'école maternelle au cours des différentes organisations, au cours des différentes histoires aussi en lien avec les ministères de l'Éducation nationale, et puis surtout parce qu'on a eu la chance de rencontrer, d'avoir des personnes telles que Pauline Kergomar pour nous montrer justement combien, même à 2 ans, il y avait beaucoup à apporter. Et on sait que ça passe par la bienveillance, on sait que ça passe par les différents besoins, en tout cas moteurs des enfants. Donc, je voulais vous partager un document, mais alors j'ai un souci avec mon ordinateur, j'en suis désolée. Voilà, j'ai un support assistant qui vient d'arriver là et je ne peux plus accéder du tout à ma présentation. Donc, j'en suis navrée. Ah bah voilà. Non, mais c'est dessous, vous voyez, et c'est horrible. Donc, j'arrête ça tout de suite. Peut-être qu'on pourra la présenter plus tard, ouais. Si vous le souhaitez. Dès que cette chose horrible aura quitté mon ordinateur. Ok. Oui. Peut-être que je peux commencer à répondre comme je commençais à le faire, et puis en attendant, peut-être que le problème sera résolu. Voilà, en écoutant là, les propos introductifs, enfin, quand on s'intéresse à l'école maternelle, on voit qu'il y a constamment eu des interrogations sur les missions de l'école maternelle. Et en particulier sur le fait que l'école maternelle est quand même assez particulière, puisqu'elle s'adresse par définition à de très jeunes enfants, et que plus qu'ailleurs, plus que durant la suite de la scolarité, il s'agit de tenir compte du développement de l'enfant et de ses besoins. Ça, c'est pour le premier pôle. On le voit, hein, mais même dès le 19e siècle. Alors, est-ce que je refais un petit historique de l'école maternelle qui est née avec la Troisième République, 1881 ? Très bien, oui. Le terme école maternelle lui-même avait été utilisé pendant 2-3 ans au milieu du 19e siècle et puis abandonné au profit de salles d'asile. Les salles d'asile étant nées autour de 1820-1830 voilà, en France, et ce qui a précédé les écoles maternelles qui sont nées officiellement donc, en 1881. Et vous parlez de Pauline Kergomar, c'était une des grandes pionnières. Hein. Elle était inspectrice générale, mais des dernières salles d'asile, et elle a fait un peu la bascule entre salles d'asile et école maternelle. Et déjà à cette époque-là, à l'époque de Pauline Kergomar, mais même avec Marie-Pape Carpentier avant, au milieu du 19e siècle, toute la question, c'était de trouver un équilibre entre ce que l'enfant, les besoins de l'enfant, satisfaire les besoins de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. Ça, c'est des termes qui étaient déjà utilisés à cette époque-là. Et de l'autre côté, les préparer quand même aux apprentissages de l'école élémentaire. Et puisqu'on parlait de Pauline Kergomar à propos de la JM, elle s'est lamentée durant toute sa carrière, qui s'est terminée autour de 1920, sur le fait qu'elle n'arrivait pas à transformer l'école maternelle en la rendant plus adaptée à la spécificité des jeunes enfants, et sur le fait qu'elle se faisait presque manger, phagocyter par les besoins, pas des enfants, mais les besoins des enseignants de l'école élémentaire, relayés aussi par les parents, comme elle le disait. Et elle disait il faut résister à ces demandes parce qu'elles sont trop exigeantes, trop précoces par rapport au développement de l'enfant. Vous voyez, ça c'est un petit aperçu historique rapide, mais en fait, quand on lit les textes ultérieurs, on retrouve cette tension. Et on peut analyser les derniers programmes, alors ceux de 2015 et puis ceux qui sont arrivés là, j'ai découvert grâce à Maryse il y a 1 heure, on retrouve cette tension entre ces deux pôles. Il y en a d'autres, d'autres missions, mais quand même, c'est les deux principaux, quoi. La mission propédeutique, préparer l'élève, on parle plus d'élèves dans ce cas-là, à la réussite au CP, l'apprentissage de la lecture en particulier, et puis aux apprentissages qui sont programmés à l'école élémentaire. Et puis de l'autre côté, quand même, ne pas aller trop vite et respecter la temporalité propre de chaque enfant, le laisser s'épanouir, prendre en compte ses dimensions affectives. On parlait de bienveillance tout à l'heure, mais voilà, on retrouve ça tout le temps en tension. Et voilà, alors après, je vous remercie de m'avoir invité, de me faire confiance. Je suis un chercheur parmi d'autres sur l'école maternelle. On n'a pas tous le même point de vue par rapport à ça, sur ces missions et comment les remplir.
Voilà. Et ce que je peux ajouter aussi par rapport à ce qui vient d'être dit à propos peut-être de la première question, enfin là j'ai fait un peu les deux premières questions. Je vais peut-être revenir sur... Christophe, Oui, je pourrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez oui. dit, parce que c'est apparu dans les questions-réponses et vous avez complètement raison. C'est bien parce qu'il y a le travail des femmes qu'on accueille aussi les enfants. Alors, dans les salles à tricoter, rappelons-nous de ce terme quand même avant, c'est ce que vous disiez, dans les salles d'asile et effectivement ensuite 1881, grâce à Pauline Gergomar, grâce aux femmes. Il faut savoir que c'était seulement des femmes qui étaient aux côtés des enfants de 2 ans à 6 ans. Et donc, c'est parce qu'il y avait ce travail des femmes qu'on a accueilli des enfants dans des salles d'asile, jusqu'à quand même 60, 100 enfants dans ces salles d'asile où le mot d'ordre était l'hygiène, l'accueil, la bienveillance et le souci de faire jouer les enfants et de les aider à avoir un développement moteur. Donc, c'est intéressant dans notre histoire française et c'est bien pour ça que l'école maternelle est une spécificité française aussi. On le doit quand même au travail des femmes à ce moment-là. Donc, effectivement, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de l'évolution, et je décortique un petit peu ce que disait Christophe, grâce à des inspectrices générales, grâce aussi à des hommes qui ont accompagné et vu qu'on pouvait faire en sorte que les enfants se développent au fur et à mesure, et on reparle bien là des besoins. On se rend compte qu'en 1881, eh bien voilà, l'école maternelle naît. On accueille des enfants de 2 ans à 6 ans. On n'est pas sur de l'instruction ni de la scolarisation obligatoire. Vous voyez, il faut qu'on attende 2018 pour ça. Et puis, jusqu'en 1977, il n'y a pas de programme. En 1977, il y a les instructions officielles. Et là, de 1881 à 1977, on était plutôt sur tout ce qui était social. Et en 1977 apparaissent les apprentissages et tout ce qui touche autour de tout ce qui est scolaire. Mais cette évolution de l'école maternelle, c'est quelque chose qu'en tant qu'élu, vous vivez aussi, parce qu'on avait les dames de service à l'époque. On avait les dames de service qui sont venues des agents spécialisés de l'école maternelle, qui sont devenus des agents territoriaux spécialisés de l'école maternelle. Donc, vous voyez, il y a toute une évolution qui se fait comme ça, au fur et à mesure de l'évolution du travail, de tout ce qu'on va pouvoir développer, en tout cas autour de l'éducation nationale. Voilà ce que je voulais ajouter, Christophe, par rapport à ce que vous disiez. Et 1921 arrive l'association AGEM, parce que s'il y avait beaucoup de femmes, c'était essentiellement les hommes qui étaient en école élémentaire et qui étaient bien mieux payés que les femmes. Et en 1921, Madame Le Saint dit « Groupons-nous, mesdames », et vous voyez, ça perdure encore longtemps au XXIe siècle. « Groupons-nous, mesdames, pour que nous ayons le même salaire que ces messieurs ». Voilà l'anecdote, en tout cas, de la création de notre association qui s'est construite vraiment sur des valeurs de bienveillance, d'accueil, de promotion de l'école maternelle. Et comme le disait Christophe Joignot, non d'être sur des apprentissages et d'être sur du forçage, mais en tout cas d'être sur un accompagnement et de défendre l'intérêt des enfants d'école maternelle. Ouais, je peux peut-être ajouter 2 points là, par rapport à ce que vous venez de dire. D'une part, enfin, il y a eu une grande évolution des conceptions. Hein. Dans le propos introductif, voilà, qu'est-ce que c'est que l'enfance, qu'est-ce que c'est que le jeune enfant, l'invention du jeune enfant, hein, c'est le titre d'un ouvrage d'un collègue historien, Jean-Noël Luc, enfin, voilà, qui a essayé de retracer l'histoire des salles d'asile, puis d'écoles maternelles, et comment ces conceptions, l'évolution de ces conceptions ont tramé ces institutions et ces programmes et la façon dont on considérait l'école avec des élèves si jeunes. Donc ça a évolué et certains chercheurs parlent même de scolarisation de l'école maternelle. Là, on peut le voir à travers certains termes. C'est-à-dire qu'il y a eu des programmes, 1881, 1887, 1921, et puis ensuite, plus rien pendant 50 ans. À partir de 77, des orientations, 86, encore des orientations, et de nouveau, en 95, on reparle de programmes à l'école maternelle. Vous voyez, rien que le choix des termes, c'est important. Mais même le choix du terme école maternelle, j'ai dit tout à l'heure qu'en 1880,
on avait choisi ce terme, mais ça fait l'objet de débats, ça a continué. Parce que, par exemple, Pauline Kergomar était contre cette dénomination. Elle préférait enfin, il y a eu elle a fait plusieurs propositions tout au long de sa carrière, mais le terme de maison maternelle. Elle trouvait que le terme scolaire ne convenait pas suffisamment à ce que, pour elle, devait être cette institution, cette première institution de la petite enfance. Voilà pour le petit rappel. Et voilà, il y a une évolution, certains diraient une scolarisation, mais il ne faut pas oublier que quand même, malgré tout, Pauline Kergomar a lutté beaucoup, hein, comme beaucoup de femmes pionnières, mais quand on regarde les programmes, même si elle les a influencés, ils étaient quand même très exigeants quand on compare même à aujourd'hui. Par exemple, en 1881, étaient au programme de la grande section de maternelle les 4 opérations arithmétiques. Là, il y avait, par exemple, la division par un nombre à 2 chiffres, vous voyez, dès la maternelle. Donc, il faut relativiser un petit peu ces évolutions, mais vous voyez, c'est lié à des conceptions. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, ces conceptions, elles sont liées aussi aux travaux de chercheurs hein, qui sont venus lors de conférences ou de séminaires ou je ne sais pas, de congrès. C'était des congrès organisés par la JM. Et il y a eu aussi pas mal d'évolutions de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on regarde les orientations de 77, Piaget était la référence principale. C'est-à-dire qu'on mettait beaucoup l'accent sur les étapes du développement, on en a parlé là tout à l'heure, du jeune enfant et du respect de ces étapes. Et puis, il y a eu une inflexion moi, quand je regarde les revues professionnelles, je les vois vers la fin des années 70. Quand on regarde les programmes, l'orientation de 86, là, on insiste sur le fait que l'école maternelle est d'abord et avant tout une école. On utilise beaucoup plus le terme élève par rapport au terme enfant. Vous voyez, ça dessine l'évolution dont je parlais tout à l'heure. Et la référence, c'est moins Piaget, c'est plus Vygotsky. Et la différence, alors en gros, hein, entre Vygotsky et Piaget, c'est que Vygotsky insistait sur le rôle de l'enseignant dans le développement de l'enfant et ce qu'on appelle l'étayage en particulier. Alors que dans les années 70, on disait il faut aménager le contexte. L'enseignant, sa première tâche, c'est quand même de construire un environnement favorable au développement de l'enfant. À partir des années 80, le rôle de l'enseignant est considéré comme beaucoup plus important. Non seulement aménager le contexte, hein, les coins, etc., des choses comme ça, pour que l'enfant puisse se développer, puisse jouer, mais aussi intervenir et l'aider, étayer son développement. Et ça explique aussi cette évolution. Et peut-être le retour des apprentissages. Le mot enseignement, le mot apprentissage est devenu prépondérant à partir des années 80, avec le mot école et élève. Voilà pour la partie historique. Oui, et pour compléter ce que vous dites, Christophe, de tout temps, que ce soit des salles à tricoter, salles d'asile, les écoles maternelles, je veux dire, tout le monde s'est préoccupé du développement de l'enfant. Effectivement, avec des attentions différentes, mais tout le monde a toujours pris en compte le développement de l'enfant. Par contre, un enfant de 1881 et un enfant de 1921, ce n'est pas le même, parce qu'il y a des contextes, parce qu'il y a la socialisation, voilà, parce qu'on a vu toute cette avancée qui s'est mise en place, parce que maintenant, les couples travaillent à 2, parce qu'on a des familles monoparentales, enfin voilà. Donc, il y a toute une évolution qui est à prendre en compte aussi. Mais c'est important, à l'école maternelle, il y a toujours ce respect des différents besoins des enfants, tous les besoins affectifs. Et nous, l'association, on défend encore et toujours le fait que ce temps de rentrée. Ça a coupé, on a perdu Maryse. Les 11 ans pour rentrer au collège. Excusez-moi, mais on vous a été coupé. Alors, vous étiez sur... les besoins. Les besoins, ouais. Sur les besoins, voilà, sur les besoins affectifs de l'enfant. Au niveau de l'éducation, voilà, je dis combien on est vraiment, on fait vraiment très très attention à ce que ce soit respecté. Et nous, on insiste par exemple sur ce temps de la rentrée. Merci Adélia qui suit.
Voilà, ou pour nous, cette rentrée, je disais qu'on soit à 2 ans à l'école maternelle, à 6 ans en CP, à 11 ans au collège, même si c'est 5 ans et demi, peu importe. Ces temps de rentrée sont très importants. Ils sont importants pour les enfants qui vont devenir des élèves, ils sont importants pour les élèves et ils sont importants pour les familles. Nous, on tient à ce mot de coéducation et je crois que vous aussi, vous y êtes complètement attachés. C'est-à-dire que c'est quoi la rentrée? C'est quoi préparer la rentrée? C'est quoi accueillir les enfants, que ce soit dans une salle d'asile ou dans une salle d'école maternelle en 1921? C'est prendre en compte tous les affects, tout ce qui se passe dans la société. En ce moment, on vit une pandémie. La prochaine rentrée, c'est vraiment de prendre en compte ces besoins-là, cet existant, toutes ces difficultés, le fait qu'on travaille en classe avec des masques, le fait qu'on ait des personnes qui soient absentes, que les enfants aient vécu avec des parents malades. Donc, vous voyez, ça se prépare, ça s'anticipe. Et notre association fait ce choix-là d'être au plus près du développement des enfants et pas que du développement des enfants dans un contexte donné. On ne peut pas comparer, et là, je vais parler des évaluations PISA qui, moi, m'horripilent au plus haut point parce qu'on ne peut pas comparer un enfant si on n'a pas toujours les mêmes données, s'ils ne sont pas dans les mêmes éléments. Alors oui, c'est important qu'on sache... qu'on sache que la France est 3e et 15e, et qu'est-ce que ça va changer? Donc, pour nous, il faut nous préoccuper de comment on accueille les enfants, de comment on accueille les familles. Vous êtes des élus. C'est bien ça qui vous intéresse. Vous parliez, monsieur, de dire, bon, on ne sait pas trop à quel moment les enfants, comment ils avancent, comment ils progressent. On fait confiance à l'école maternelle parce que l'école maternelle, elle sait s'adapter. On fait confiance aux enseignants parce que les enseignants, ils sont formés. Peut-être pas assez, mais en tout cas, ils sont formés. Et puis, surtout, on travaille ensemble. Vous voyez, on ne peut pas avoir l'école maternelle d'un côté, les collectivités de l'autre, les parents de l'autre. Vous l'avez bien dit tout à l'heure dans votre présentation, Madame la Présidente. Et c'est important, c'est là votre rôle. C'est comment vous pouvez être ce tiers, comment vous pouvez nous aider, comment vous pouvez nous accompagner sur vos missions à vous. Nous, on a les nôtres. Sur vos missions à vous, d'aménagement des espaces, d'accueil des familles, des ATSEM, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour recruter des agents territoriaux spécialisés de l'école maternelle. Vous voyez, tout ça fait partie de l'école maternelle. Il y a les programmes, certes, mais il n'y a pas que les programmes, il y a tout ce qui se passe autour et qui est vraiment très important. Vous avez parlé d'inégalité, on va y finir, mais ça en fait partie. Et il y a des programmes nationaux, chacun peut s'en emparer. Il y a des communes et vous traversez chacun d'une façon différente aussi, vous, l'école maternelle. Monsieur Joignot. Oui. Peut-être qu'on aborde la troisième question, puisque là, on y faisait référence un peu les inégalités. Alors, nous, on a déjà une première problématique. C'est celle de cette évolution d'une école maternelle. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, entre une école maternelle qui aménage, qui entoure les enfants pour aménager leur développement, et une école maternelle qui décide plutôt d'étayer, qui fait les deux, mais qui étaye aussi. Et c'est ce glissement-là qui aujourd'hui, pour nous, est traduit par le fait que l'école maternelle deviendrait la classe préparatoire aux primaires, avec une pression extrêmement forte des publics, des parents, pour que leurs enfants soient performants à l'heure, et si ce n'était pas à l'heure, qu'ils soient performants plutôt avant l'heure, puisque la pression est extrêmement existe. Et donc, on voit bien tous ces débats autour de ces méthodes pédagogiques qui assureraient qu'on peut lire à 5 ans plutôt qu'à 6, à 4 plutôt qu'à 5, etc., etc. Donc, il y a cette pression qui s'opère sur les familles et par conséquent qui s'opère aussi sur les communes qui, elles, doivent aussi avoir une posture sur le fait que, entre le discours de Madame Chrétien qui explique qu'on fait très très attention à l'environnement des enfants et à leur accueil et à leur développement, et puis ce discours qui consiste à faire de l'école maternelle la classe préparatoire au primaire,
il y a là une vraie question pour nous. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Christophe répondra, mais moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, j'ai 30 ans de métier, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est-à-dire, en ce moment, on n'est vraiment pas là-dessus, on n'est pas sur la primarisation. Et en tout cas, notre association fait en sorte que ça n'arrive jamais. Il faut faire confiance aux enseignants. Les nouveaux programmes, alors Christophe les a lus tout à l'heure, les nouveaux programmes, et je vois qu'on a une inspectrice d'école maternelle avec nous, les nouveaux programmes ne disent pas ça. Les nouveaux programmes, alors effectivement, il y a des formations, les formations animation pédagogique, c'est le plan maths, c'est le plan français dont vous entendez certainement parler un petit peu partout. Mais à l'école maternelle, c'est pas ça qui se passe, monsieur, je peux vous assurer. Et je vous invite, vous tous qui êtes présents, car elle est une personne présente, à participer à la quinzaine de l'école maternelle. C'est une action que nous avons initiée en 2008 pour dire, pour donner à voir, pour montrer, pour valoriser ce qui se passe à l'école maternelle, pour mutualiser, nous, les enseignants, tout ce que l'on fait au sein de l'école maternelle. Alors oui, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des parents qui veulent que leur enfant apprenne à lire plus tôt. Oui, on a eu à un moment donné des programmes qui nous disaient qu'il fallait faire de la conscience phonologique, qu'il fallait qu'on écrive plus tôt. Mais on n'en est pas au stade où Christophe parlait, il fallait faire les 4 opérations. Hein. On n'en est plus là, et depuis très longtemps. Donc, nous résistons à l'école maternelle et nous communiquons au sein de notre association par un guide des parents, par exemple, pour expliquer en début d'année tous les besoins et les programmes que l'on va rencontrer au cours d'une année d'école maternelle. Et pour faire le lien avec ce que disait la collègue Stéphanie, oui, on peut avoir des liens avec la petite enfance. Et je crois qu'on est bien parti pour ça. En 2021, pardon, on est vraiment bien parti pour ça. Et je peux vous dire que nous, au sein de notre association, nous travaillons avec des artistes, justement pour que les artistes soient un lien entre l'école maternelle et les structures de petite enfance. Parce que c'est comme ça qu'on peut, autour de la créativité, avoir des moments de partage avec les enfants, de connivence avec les familles, de coéducation surtout, et puis de formation pour les enseignants et puis pour les personnels des structures de petite enfance. C'est comme ça qu'on peut faire de l'intercatégoriel et je pense que vous connaissez bien Thierry Vasse. Thierry Vasse est le premier à parler de collaboration entre les différents métiers, mais pour ça, il faut qu'on c'est se connaître pour mieux se reconnaître. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Je pense qu'on ne se connaît pas suffisamment et c'est pour ça que depuis 2008, cette quinzaine de l'école maternelle, mais il y a d'autres, il y a des semaines de l'école maternelle dans les départements pour dire ce qui s'y passe. Donc moi, je vous invite à aller à la rencontre des enseignants, des directeurs d'école et je vous assure que si on est sur de la primarisation, je viendrai, je me déplacerai. Et non, on n'est vraiment pas sur ça. Christophe va dire certainement autre chose, je ne sais pas. Non, là-dessus, j'ai plutôt une position assez équilibrée par rapport à d'autres qui parlent de primarisation, hein, d'autres chercheurs comme Pascal Garnier, par exemple. En fait, comme je vous ai dit, il faut relativiser qu'est-ce qu'on regarde ou pas. Si on compare avec les programmes de 1881, non, on n'en est pas revenu à ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une tentation institutionnelle. Là, on regardait, on reparlait avec Maryse de la note du COSP, le pilotage. Il y avait un projet de programme qui était lié aux évaluations de CP. Et là, le risque était grand. Visiblement, dans le dernier programme, c'est quand même beaucoup moins le cas. On continue à parler d'évaluation positive. C'est-à-dire qu'on prend en compte avant tout le progrès de l'enfant plus que les apprentissages attendus au CP. Voilà, pour le moment, moi en tout cas, c'est comme ça que j'interprète le programme qui va arriver. Hein. C'est peut-être un scoop, je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi je ne l'étais pas il y a 2 heures, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire récente, il y a eu un petit peu des mouvements de balancier un peu contraires. Le programme de 2008 poussait très fort vers cette primarisation. Il y a eu beaucoup de réactions qui ont fait qu'il n'a pas été si suivi que ça. Il y avait primarisation au sens aussi qu'on pensait les apprentissages en termes très techniques, c'est-à-dire qu'on poussait sur des compétences très précises dont on pensait qu'elles étaient nécessaires pour les apprentissages ultérieurs. Or, entre-temps, on s'est rendu compte avec des enquêtes, en particulier de la DEP,
que ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup la conscience phonologique que pour autant, les élèves vont mieux réussir à l'école élémentaire. Si on prend au CP, peut-être que l'apprentissage du décodage sera peut-être un peu amélioré et encore, on n'en est pas sûr. Mais si on prend au CE2 et au CM1, là, on se rend compte qu'il y a tout un travail beaucoup plus transversal, avec une prise en compte plus transversale du développement qui est important. C'est-à-dire la compréhension, parce que quand on évalue en CE2 la compréhension, on se rend compte que si on fait des apprentissages trop techniques sur la conscience phonologique, finalement, on a des effets paradoxaux. C'est-à-dire que aux évaluations de CP, peut-être qu'il y a des meilleurs résultats, mais aux évaluations de CE2, c'est le contraire. Vous voyez, enfin, je fais référence à une étude de l'ADEPE, c'est-à-dire qu'il y avait un suivi de cohortes. On a évalué des cohortes à 20 ans d'intervalle et on a essayé de voir comment ça a évolué. Voilà. Après, juste pour répondre à la question, oui, on est au courant des nouveaux programmes, d'où cette webinaire. C'était effectivement aussi pour revaloriser. On avait ces craintes-là, effectivement, du projet de Blanquer, qui était effectivement en gros, de faire la grande section de préparatoire au CP. Parce que quelque part, dans ce que vous dites, je l'entends complètement, ce qu'on peut voir sur certaines villes et sur certains territoires, c'est effectivement de moins en moins de directions de maternelle, c'est de plus en plus de groupes scolaires qui apparaissent. Souvent, le directeur vient de l'élémentaire. Avec cette notation du CP, du CE1, etc., où les écoles commencent à être aussi un peu comparées les unes aux autres par le ministère, enfin l'institution. Et du coup, ça nous pose question aussi sur la perte de ce rôle d'école maternelle que vous défendez. Enfin, on est des politiques, on fait de la politique, c'est aussi un peu ça qui nous amène à se poser les questions du rôle de l'école maternelle, puisqu'aujourd'hui, ces écoles maternelles, il y a encore les enseignants qui sont formés, mais les directeurs, enfin, moi, ce que je vois quand il y a des groupements d'écoles, c'est souvent les directeurs élémentaires qui n'ont pas forcément la même vision, qui n'ont pas forcément cette formation de ce que vous dites, Madame Chrétien, et même de l'accueil du parent. On voit bien qu'il y a une transformation qui se fait. Quand on voit des rentrées scolaires où aujourd'hui, moi, ce que je porte dans ma ville, c'est effectivement la semaine des parents, faire venir les parents venir. C'est très compliqué de faire rentrer les parents dans les écoles et dans les classes pendant que l'enseignant enseigne. Mais je pense que surtout pour les gens qui sont très éloignés des écoles, c'est aussi le moyen de redonner confiance, effectivement, entre parents et enseignants. Et c'est quand même compliqué à des moments, alors que dans l'école maternelle, il y a une habitude rien que là-dessus. Donc voilà, c'est aussi cette transformation qu'on voit au fur et à mesure arriver, qui nous, en tant que politique, parce que je pense qu'on défend la même école maternelle, entre de Réseau et nous, mais comment ne pas la perdre? Et aujourd'hui, on voit aussi un ministère qui est là pour faire de plus en plus de savoir lire, écrire, compter, et le bien-être, on commence à se poser des questions. Par exemple, j'ai participé aux assises maternelles, je n'ai vu que des enfants avec des électrodes, etc., et très peu de pédagogues sur scène. Alors oui, ça, on l'a tous vécu, je crois, cette histoire d'électrodes pour montrer comment, c'est tout ce qui touche autour des cognisciences, pour montrer comment le cerveau de l'enfant, il évolue. C'est pour ça que moi, je dis, c'est très important que vous, les communes, eh bien, vous nous aidiez, nous aussi, les enseignants, quand on peut avoir des positions. Par exemple, quand je vous dis la quinzaine de l'école maternelle, nous, on invite régulièrement les élus à venir nous rejoindre. C'est-à-dire, on ouvre les portes de l'école et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment très, très bien. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'école. On ne sait pas toujours comment réagissent les enfants. Et c'est important de voir qu'on a toujours… dans ma classe, j'ai une classe de tout petit, et j'étais une des premières sur le département à avoir un écran numérique, à avoir un tableau numérique. Et quand j'accueillais les élus, quand j'accueillais les parents, je disais, mais j'ai toujours des coins-jeux, j'ai toujours la pâte à modeler, j'ai toujours l'argile, et les enfants peuvent toujours manipuler. C'est ça qui est important, c'est qu'on puisse dire ce qui se passe à l'école maternelle concrètement, c'est qu'on puisse, j'ai bien vu ce qu'écrivait Marie-Rose tout à l'heure, c'est qu'on puisse faire front quand on nous demande de faire de la primarisation, et c'est qu'on soit unis les uns avec les autres. Mais comme on ne sait pas exactement ce qu'on veut les uns et les autres, on ne communique pas assez, à mon sens. On ne communique pas assez, on ne se dit pas assez nos besoins. Moi, je vais vous donner d'autres exemples. Quand on pense aménagement des espaces, quand on dit qu'on a besoin d'un agent territorial spécialisé de l'école maternelle avec nous, ce n'est pas des caprices, ce n'est pas des lubies de ce qui se passe. C'est important qu'on soit un nombre certain au sein de l'école, des professionnels
autour de l'enfant, vous voyez. C'est important qu'on puisse vous dire tel besoin à tel moment. C'est important qu'on puisse vous parler du périscolaire. D'ailleurs, on devrait pouvoir travailler tous ensemble autour du périscolaire. Et pour faire le lien avec ce que dit Claudia, effectivement, sur les structures de petite enfance, nous, le projet dont je vous parle, c'est une résidence d'artistes, ce qu'on appelle une résidence passerelle, et c'est pilote au sein de la région Grand Est grâce à la DRAC, qui avait ce souhait que les structures de la petite enfance et écoles maternelles puissent vraiment échanger. Et donc là, on a une résidence passerelle, c'est-à-dire un artiste, enfin c'est même 2 artistes qui sont présents à l'école et qui sont présents aussi au sein des médiathèques. On a des temps de rencontre pour les familles, des temps d'action enfants-famille, et puis on a des temps de formation que pour les enseignants pour voir justement comment il est possible de faire des maths et du français, soit quand on fait des arts, soit quand on fait de la musique, soit quand on fait EPS. Donc, ce qui est important là, c'est qu'on a vu des personnels de structure de la petite enfance, mais être vraiment présent sur tous ces temps de formation communs, l'intercatégoriel dont parlait la collègue tout à l'heure, parce que on a des gestes à partager, on a une posture à partager. Et puis, effectivement, il y a l'enseignant, c'est l'enseignant de la classe, l'agent territorial a des postures et des missions spécifiques, mais on a besoin de se les dire, on a besoin de les partager. Oui, c'est ce que dit Gaëlle sur tout ce qui touche autour de la sécurité affective, de la théorie de l'attachement et de la collaboration professeur d'école ETSEM. Ça se met en place voilà, depuis 2 ans et nous, on revendique complètement qu'il y ait des temps de formation qui soient communs entre les enseignants et les ETSEM. Sur mon département, ça s'organise et l'année dernière, les ATSEM et les enseignants étaient vraiment très heureux de pouvoir partager des moments communs parce qu'on peut mieux comprendre une consigne qui peut être demandée, parce qu'on peut mieux comprendre quel geste un enfant va faire. Voilà. Vous voyez, il y a des mots MOTS qui se mettent en place, qui se disent et ça passe par le faire. C'est vrai que là-dessus, les villes qui sont ici, comme on écrit, enfin, Richard pourrait dire, on écrit effectivement tout ce qui est projet éducatif, PEDT, on était quand même beaucoup des villes qui sont du réseau à l'origine un peu de tout ça, donc on est complètement convaincus. Hein. La plupart des villes du réseau ont presque une ATSEM par classe. On est dans cet accompagnement précis et des animateurs, etc. Donc là-dessus, on se retrouve complètement. Après, c'est effectivement la maternelle, comment, c'est pour revenir à la 3e question de Richard, hein, c'est les inégalités, comment aussi participer, c'est le gros sujet qui est compliqué, hein, et que si on avait les réponses toutes faites, on les ferait tous, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, je pense que dans l'échange collectivité éducation nationale, quand on essaye de vraiment faire aussi, il y a vraiment des chocs culturels qu'il faut qu'on arrive à provoquer un peu plus doucement les uns avec les autres, quoi, parce que ça reste effectivement les collectivités pourquoi vous êtes là. Et des fois, on a la sensation, vous êtes avec plein d'élus, donc je vais porter la réunion, mais dans les conseils d'école, on nous associe très peu au pédagogique, ou alors c'est pour nous dire que le périscolaire ne fonctionne pas et qu'on ne met pas assez de personnel ou que les travaux qu'on fait ne sont pas les bons. Donc, il y a un vrai travail de conseil d'école à retravailler pour qu'il y ait des choses communes qui se passent et que, enfin, moi, tous mes élus de ma commune, ils ont peur d'aller au conseil d'école en disant, oula, ça va être très dur. Et vraiment, les élus commencent à vivre mal. Et c'est ça, si on veut être collaboratif, il faut à un moment aussi se dire que les collectivités, en tout cas celles qui le souhaitent, parce que ce n'est pas la réalité partout, doivent être des partenaires de l'éducation et pas des serviteurs de l'éducation nationale. Je vais loin. Là, je vous rejoins complètement. Mais là, je vous rejoins complètement. Mais je suis d'accord. Un conseil d'école, ça n'est pas un tribunal. Là, je vous rejoins. Un conseil d'école, c'est fait pour qu'on puisse échanger sur du positif comme sur du négatif. Alors, peut-être qu'il y a à revoir, mais là, je ne suis pas là pour ça, hein, pour les temps de formation, en tout cas, des directeurs d'école. Vous avez raison. Nous, on a une position au sein de la GEM, c'est qu'on dit qu'il est important d'avoir un directeur à l'école maternelle. Parce que le temps de rencontre, le temps d'anticipation de la rentrée, le temps d'accueil, le temps de gestion, c'est important.
Et voilà, quand on est directeur d'école élémentaire, c'est peut-être pas facile. Alors, moi, j'ai été directrice d'école primaire, mais effectivement, voilà, en étant directrice d'école maternelle avant, donc à avoir justement, à penser justement cet accueil des familles, cette gestion. Je vous rejoins complètement quand sur un conseil d'école, on n'est pas là pour dire il manque telle ou telle personne, on est là pour dire on a une situation problème. Comment est-ce que tous ensemble on peut faire pour les inégalités sociales, par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir peut-être plus d'enfants de 2 ans? Parce qu'on va choisir de mettre en place, alors avec l'inspection, évidemment avec l'inspection académique, ou en tout cas vous allez faire le choix de défendre des structures de petite enfance ou d'accueil de scolarisation d'enfants de moins de 3 ans. Mais ça veut dire que ça nécessite un dispositif particulier, un aménagement des espaces, ça nécessite un temps de formation pour l'enseignant. Donc, le conseil d'école, c'est ça. Posons des situations problèmes pour que tous ensemble, on puisse y répondre. Enseignants, collectivités, on a les DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, qui sont vraiment des partenaires très importants. Et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir trouver des solutions. Nous, on organise tous les ans au sein de notre association un congrès où on fait le choix d'inviter des élus. Donc, écoutez, Madame la Présidente, je serais ravie de vous accueillir pour fêter les 100 ans de l'association à Épernay, pour que vous voyez justement comment cette école elle évolue, pour voir comment nous travaillons vraiment en binôme avec les ATSEM et toutes les formations qui se mettent en place, je l'ai vu dans le chat, sont vraiment très importantes. Et puis, pour voir comment, nous, par exemple, notre association, elle défend voilà, l'intérêt des enfants et elle se pose des questions sur ces nouveaux programmes de l'école maternelle ou alors de nouvelles propositions comme faire classe dehors. Faire classe dehors, je pense que vous êtes sollicités aussi les uns et les autres pour que les enfants sortent à l'extérieur. Parce que c'est la pandémie. Non, ce n'est pas vraiment ça. Faire classe dehors, c'est une posture et c'est une pratique pédagogique qui nécessite que les enseignants soient complètement investis de ce projet, qui nécessite que les collectivités accompagnent les enseignants, parce qu'il va falloir aller dans le jardin, il va falloir aller dans le pré à côté. Vous voyez, donc, votre rôle, et comme le rôle de notre association, certainement, c'est peut-être de travailler encore plus ensemble pour être force de proposition, pour se rencontrer, pour échanger, pour mutualiser, pour coopérer. Vous voyez, il peut peut-être être dans la réciprocité les uns avec les autres. Mais effectivement, sur les formations communes, ce qu'on dit souvent, mais ça depuis le temps, et les rythmes scolaires encore plus, c'est le temps, en fait. Le temps commun est très compliqué à trouver. Et ça, il faut continuer à se battre, effectivement, pour que ce temps commun... effectivement, moi, je crois beaucoup aux formations communes. Et puis, il y a un échange de partenaires. Quand vous dites, au lieu de voir c'est la faute à qui, c'est plutôt quel problème, comment on peut y participer chacun. Et là-dessus, c'est sur les inégalités. Je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir aussi défendre continuer à se travailler, parce que les inégalités, elles se travaillent autant sur le quartier qu'à l'école, que dans les familles, voilà, l'inégalité, c'est pas juste l'école, et souvent je trouve qu'on met un poids à l'école aussi très fort et aux enseignants, vous allez régler tous les problèmes de société. Alors je crois beaucoup que l'éducation peut le faire, mais de la coéducation. Et effectivement, nous on travaille, et je sais qu'il y a plusieurs collectivités qui commencent à travailler là-dessus, sur des crèches-écoles. C'est-à-dire que c'est peut-être pas l'enfant qui va rester de la crèche à l'école. Il y a des équipes multidisciplinaires qui peuvent échanger, travailler ensemble. Une puéricultrice qui travaille avec un enseignant de maternelle, c'est quand même assez intéressant. On ne se retrouve pas aussi qu'en tant que parent, on est dans la crèche, on a tout l'accueil de crèche de 5 adultes pour un enfant, presque j'exagère, mais plutôt 5 enfants pour un adulte. Et puis tout d'un coup, on se retrouve à l'école maternelle à 2 ans, où on a 30 enfants, 2 adultes, des fois 1. Et en tant que parent, c'est compliqué cette passation-là entre la crèche et la maternelle. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à travailler pour que ce ne soit pas les familles qui fassent ce lien et confiance institutionnelle. Parce que là, on demande aux familles à faire confiance en l'institution. Et ce n'est pas l'institution qui va vers les familles. Elle commence, mais elle est un peu dure. Je me souviendrai toujours, comme moi, quand j'envoyais mes enfants à l'école, je ne connaissais pas le nom de la maîtresse avant 2 ou 3 semaines. C'est aussi une réalité. Bien sûr.
Bien sûr, il y a ces réalités-là, bien sûr. Je ne le nie pas. C'est la réalité des collègues qui n'ont pas suffisamment de temps de formation sur l'école maternelle. C'est la réalité des collectivités qui n'ont pas toujours les finances aussi pour pouvoir avoir du personnel en plus. C'est la réalité, voilà, c'est la réalité tout court. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter à ça. C'est pour ça que nous, l'association, elle milite et tous les ans, on travaille sur des thématiques comme cette année, l'aménagement des espaces, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble. Et là, cet après-midi, j'étais avec une enseignante qui était sur un dispositif moins de 3 ans. Elle a explicité comment elle a réfléchi à sa posture, comment elle a changé la façon d'accueillir, comment elle a travaillé sur la bienveillance, comment elle a mis des indicateurs en place pour que les enfants se sentent bien et deviennent autonomes dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ce sont de véritables réflexions. Ce sont des challenges aussi, quelque part, dans cette société de consommation qui va très vite. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se parle, pour ça que c'est important qu'on se rencontre, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse se montrer les uns et les autres. Parce que vous voyez, même quand on est enseignant, je vais le dire, quand on est enseignant, on ne connaît pas les difficultés d'une commune, par exemple. Et voilà, vous avez de la gestion à faire et nous, on va être sur des apprentissages au sein de l'école maternelle et on a besoin de connaître les uns et les autres comment on peut faire, comment ça peut avancer. Mais je vais peut-être laisser Christophe réagir. Hein. Oui, je pensais justement à ça, c'est-à-dire que là, on est parti effectivement dans le contenu du vécu de chacun et de ce qui est très dynamique et très intéressant dans notre façon de faire l'école maternelle dans les communes, entre l'éducation nationale et tous les partenaires. Moi, je voudrais revenir à cette question un peu initiale qui est née au moment où il y a eu une annonce d'une évolution de programme qui a laissé voir qu'il y avait cette primarisation de l'école maternelle. C'est ce qu'on a entendu et c'est ce que ça a provoqué comme réaction. Et du coup, moi, je reposerais bien la question d'origine qui est c'est quoi ces besoins de l'enfant? C'est quoi la fonction de l'école maternelle? C'est-à-dire, en dehors de tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est clair que la pression des familles, elle est réelle. Et que la pression des familles, elle est sur des a priori qui n'ont jamais été partagés. Hein, c'est-à-dire que chacun voit ce qu'il espère pour son enfant et il est pris dans cette dynamique de la compétition dans lequel on va rentrer dans un cursus et si l'école maternelle de mon quartier ne peut pas répondre à la performance attendue, peut-être que je vais la trouver dans le privé ou peut-être que je vais la trouver ailleurs. Ça, c'est une réalité concrète et cette réalité, elle est relancée à chaque fois qu'on entend parler d'une réécriture des programmes. C'est revenir sur les fondamentaux. De quoi ça parle? Elle va faire quoi cette école maternelle pour mon gamin? Et donc moi je pense que ça nécessite quand même d'être clarifié pour savoir de quoi on parle. Tu réponds, Christophe? C'est une vaste question. Hein. Quelles doivent être les missions? Enfin, moi j'essaie d'étudier quelles sont les missions telles que les prônent les textes officiels et puis dans la réalité des pratiques, parce qu'il y a un écart entre les textes et les pratiques. Mais peut-être avant de aborder ça, je voulais juste faire un prolongement par rapport à ce qui était dit. En ce moment, je participe à une recherche qui compare ce qui se passe en France en termes d'enseignement, d'apprentissage, d'inégalité d'apprentissage, et certains États du Brésil, dont le CEARA. CEARA, qui, depuis quelques années, a des résultats assez exceptionnels et avec d'autres chercheurs français, brésiliens, on essaie de comprendre pourquoi et en quoi ces États se distinguent entre eux et se distinguent aussi avec la France. Et un des principaux points, c'est le temps de concertation. Mais le temps institutionnellement donné, le temps c'est de l'argent,
hein. Ça veut dire un temps de présence moins grand face aux élèves, mais du coup un financement plus grand du périscolaire, permettant aux enseignants de se concerter entre eux et puis d'échanger avec des gens de la commune, avec des responsables de différentes communes, différents niveaux de l'état du CRA. Il y a toute une dynamique comme ça qui fait que il y a une amélioration parce qu'il y a beaucoup plus de concertation et surtout beaucoup de temps donné aux enseignants. Une autre petite anecdote, parce qu'en vous écoutant, je pensais à ça. Enfin non, c'est plutôt une anecdote, alors que ce que je viens de dire, ce n'est pas une anecdote. J'ai fait un peu de formation continue juste au lendemain de la sortie des derniers des programmes de 2015. Et une des questions qui se posaient, c'était l'évaluation positive. Hein, on disait peu de formation, mais voilà, l'évaluation positive est arrivée avec une définition qui était assez vygotsienne pour le coup. Enfin voilà, et il faut évaluer les enfants par rapport à leur progrès et puis par rapport à l'écart entre ce qu'ils sont capables de faire seuls et ce qu'ils sont capables de faire avec l'aide des autres. On retrouve ça dans les programmes et dans le dernier programme, c'est maintenu. Simplement, les enseignants ont découvert ça sans concertation ou très peu et sans formation. Et donc, c'était tout un problème, comment faire l'évaluation positive. Et je me souviens, en formation continue, une assez vieille dans le métier, une enseignante assez vieille dans le métier, disait, bah, moi, finalement, pour l'évaluation positive, le mieux, plutôt que d'aller découper les étiquettes ou je ne sais pas trop quoi que les parents ne comprendraient pas, c'est continuer à prendre du temps avec les parents individuellement. Je prends une demi-heure. Vous disiez tout à l'heure, je ne connais pas le nom. Voilà. Mais elle avait l'air d'être un peu une extraterrestre parce que les jeunes enseignants qui l'entouraient lui disaient mais ça te prend un temps pas possible. Si tu passes une demi-heure ou une heure, comment tu fais? Et on voit que un des points nodaux dans cette histoire, c'est quand même le temps que l'institution laisse aussi aux enseignants pour se concerter, pour aller vers les parents. Enfin, parfois, on sent que des enseignants voudraient bien, mais ne voient pas comment s'y prendre et surtout, ils n'ont pas toujours le temps. Encore une autre chose, parce que je suis en INSPE, je suis là je le disais ce matin j'ai fait 2 visites encore, je suis des stagiaires qui rentrent dans le métier, qui découvrent le métier et ils ont le droit à des suivis, d'une part de la part de formateurs de l'éducation nationale, des maîtres formateurs ou des conseillers pédagogiques selon les régions, et puis des formateurs de l'INSPE. Voilà. Et ce que j'observe beaucoup quand même depuis des années, c'est qu'à l'école maternelle, on met beaucoup la pression sur les nouveaux enseignants avec une conception de l'apprentissage. Et là, je fais peut-être référence à une question que j'ai trouvée, enfin une intervention que j'ai trouvée très intéressante. Mais j'ai découvert que le QIR était actif en même temps que le chat. Alors du coup, voilà, et de Catherine Urtig de Lattre. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des conceptions de l'apprentissage assez différentes, on sent quand même des pressions contraires quand même. C'est-à-dire que tout à l'heure, Marie disait le faire. Bah, chez certains maîtres formateurs, le faire, c'est tout ce qu'il faut éviter. On oppose le faire aux apprentissages. Et donc, on reproche aux enseignants, des fois, de laisser trop les élèves faire, alors qu'ils devraient se concentrer sur des tâches, les tâches qu'on leur donne. Vous voyez, il y a des pressions par rapport à ça. Et le problème, c'est que souvent, bah, les enseignants qu'on suit, les enseignants débutants, se retrouvent un petit peu seuls par rapport à ça. Ils ont des visites. Et, vous voyez, enfin bon, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des tensions à l'école maternelle et des injonctions à la primarisation qu'on trouve à l'intérieur voilà, c'est pas seulement Blanquer, c'est aussi des maîtres formateurs. Il y a des conceptions de l'apprentissage. C'est-à-dire que selon j'allais dire une conception étriquée, mais là je prendrais peut-être trop parti pour un chercheur, les enfants n'apprendraient que ce qu'il leur est enseigné. Vous voyez, ça c'est une conception qui devient, je trouve, assez dominante, qui s'oppose à une conception qu'on trouvait plus dans les années 70 et puis qu'on trouve encore peut-être du côté de la GM, c'est-à-dire que en faisant des activités riches et assez transversales, les enfants apprennent et sans doute apprennent plus que ce qu'on croit. Vous voyez, je pense qu'il y a cette tension-là qui existe et
Et on le retrouve aussi dans les derniers programmes pour faire le lien. Voilà. Et par rapport aux inégalités, il n'est pas sûr que des enseignants, alors dans le blog, là, enfin, dans ce que disait Catherine, il n'est pas sûr que les apprentissages dits scolaires soient ceux qui permettent le plus de réduire les inégalités. Elle oppose apprentissage scolaire et apprentissage en général. Et là, il y a un vrai débat entre chercheurs, y compris pour l'apprentissage de la lecture. Est-ce que seulement la conscience phonologique, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aussi du langage en général, des échanges, comment on peut dire, des apprentissages plus diffus, des expositions au langage. Hein, pendant les années 70, on disait il faut faire des bains de langage. Et puis, dans les années 80, on a dit attention, mais on risque la noyade. Vous voyez des conceptions qui sont un peu différentes, mais la recherche, enfin, les résultats de recherche ne disent pas que des apprentissages qui seraient très techniques et très précoces permettraient à plus d'élèves de réussir et de réduire les inégalités. Je ne sais pas si ça va, si je dis trop de choses à la fois ou pas. Enfin, dites-moi. Là, j'ai l'impression de parler tout seul. Donc... La question... Non, Christophe, on t'écoute, on t'écoute. Pour aller dans ton sens, pour rappeler les besoins, un des rôles essentiels de l'école maternelle, c'est aussi de socialiser. Donc, il faut qu'on revienne sur le vivre ensemble là. Ce vivre ensemble, il ne commence pas à l'entrée à l'école maternelle. Évidemment que le vivre ensemble, il va commencer dans les structures de petite enfance avant. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse faire du lien pour accueillir et pour que, comme je l'ai lu, l'entrée à l'école maternelle ne soit pas, voilà, un ravin ou quelque chose qui fait que l'enfant peut être complètement déstabilisé. À l'école maternelle, c'est donner le temps à l'enfant de se construire comme une personne singulière. C'est-à-dire justement qu'on prenne le temps de voir comment il avance, comment il chemine. Un enfant qui est né en janvier, un enfant qui est né en novembre ne peut pas avancer de la même façon. Et puis peut-être qu'un enfant de novembre aura des aptitudes très différentes par rapport à un enfant de janvier. Donc, prendre le temps, ça c'est important. Christophe, tu parles d'évaluation positive. Effectivement, autour de l'évaluation, on se questionne toujours. Évaluation positive, l'évaluation, les fiches, où on nous demande de faire des fiches, de remplir des fiches. Ça fait peur et ça fait penser à la primarisation. Mais ce n'est pas ça l'école maternelle. En tout cas, ça ne doit pas être ça l'école maternelle. Donc, on peut être présent pour l'enfant, pour l'accompagner dans les apprentissages, parce qu'on va parler d'apprentissage à l'école maternelle, qui se met en place en respectant son développement, en prenant le temps de l'accompagner. Et je l'ai vu aussi dans le chat, mais vous avez raison. Mais si on a des effectifs qui sont limités, on ne peut pas accueillir des enfants de 2 ans, de 3 ans, si on a des effectifs à 30. Ça n'est pas possible. Vous l'avez bien dit, comment on passe d'une structure de petite enfance, 12 enfants, à une classe maternelle, petite section, peut-être 30 enfants. Donc oui, nous, on défend le fait qu'on ait des effectifs réduits à l'école maternelle. C'est pour le bien de l'enfant, c'est pour son bien-être, c'est pour le respect de son développement. Je vois priorité du langage à l'école maternelle, c'est priorité du langage parce qu'on sait que l'enfant, alors Christophe parle de bain de langage, on voit comment, dans les nouveaux programmes, on parle de langue de scolarisation, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? C'est quoi la langue de scolarisation? C'est quand on entre et voilà, dès qu'on a franchi le pas de la porte de l'école, on est sur une langue de la scolarisation. Alors oui, c'est vrai. L'enseignant, il est là pour accompagner l'enfant, pour étayer, pour reformuler, pour utiliser des structures de syntaxe, de vocabulaire qui soient adaptées à son âge et adaptées à son niveau, mais en prenant en compte tout ce qui est contexte, tout ce qui est action, tout ce qui va être autour, c'est-à-dire ça ne descend pas comme ça, voilà, comme dit Christophe, c'est quelque chose qui se vit avec les enfants pour qu'on soit vraiment au plus près d'eux. Et il y a ces propositions de dédoublement des grandes sections, je pense que ça va se faire dans les situations plutôt éducation prioritaire, dans les classes d'éducation prioritaire. Voilà, je n'ai pas d'informations, moi, sur les grandes sections à la rentrée. J'ai quelques collègues qui nous ont dit qu'il y avait des doublements qui étaient proposés, mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Et je sais que ça peut être un sujet qui vous pose question, et en tout cas des soucis
dans les aménagements des classes, des espaces pour les enfants. Parce que pour les inégalités, pour éviter les inégalités, ça veut dire classe à effectif réduit, ça veut dire des personnes formées, des personnes en nombre. Peut-être que dans une classe de petite section, on en aura besoin d'avoir 2 agents territoriaux spécialisés de l'école maternelle. L'école maternelle, c'est le lieu de la prévention aussi. On a besoin que les personnels de RAZ, donc spécialisés, médecins, infirmières de PMI, puissent entrer, soient présents à nos côtés dans les classes. C'est très important. Juste la question que je me pose en vous écoutant et en mettant mon rôle d'élu, c'est effectivement de collectivité locale. Alors, je suis très pour la décentralisation et on le voit dans la crise Covid, la décentralisation a permis de débloquer pas mal de choses. Mais au fur et à mesure de demander aux collectivités de prendre en charge à la place de l'éducation nationale, on va appauvrir l'éducation nationale. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Quand vous posiez la question, les élus, voilà, quel est réellement vos rôles? Aujourd'hui, les enseignants n'arrivent plus à intervenir face à leur ministère, donc ils interviennent face à leurs élus locaux. C'est presque de notre faute, leurs conditions de travail. Quand on est face aux parents, c'est pareil. Les fermetures de classe, d'un protocole, d'un ministère, c'est les élus locaux. Enfin, c'est le maire, c'est les adjoints, etc. Donc aussi, je pense qu'il faut, si on doit travailler en commun, moi je suis très pour la décentralisation, mais il faut que l'éducation, elle soit peut-être pas exactement la même partout, parce qu'on a chacun des territoires. Quand on parle d'éducation sur Brest qui est portuaire, ou à Gennevilliers comme sur les Chars, ben, c'est peut-être pas la même chose. Mais Aussi dès porteur, la mais un mater... autre genre de... non, mais mais peut-être Oui, pas oui, je regrette. directement en maternelle. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut aussi qu'on se batte pour qu'il y ait un ministère éducation nationale avec chacun ses rôles, effectivement, où on doit se compléter les uns avec les autres. Mais effectivement, 2 ATSEM par classe, il y a des collectivités qui ne pourront jamais. Et souvent, c'est les collectivités où il y a le plus de REP et REP+, où on n'a effectivement pas les mêmes moyens que d'une collectivité à l'autre. Ça, il faut en être conscient. Et où il y a des choix politiques d'une collectivité à l'autre qui sont différents. Donc effectivement, il faut qu'on travaille sur... Aujourd'hui, l'éducation, c'est un tiers du budget de la collectivité. Les collectivités, c'est un tiers du budget de l'éducation. Ça a augmenté en 30 ans. Maintenant, jusqu'où on va pouvoir y aller? Quand on nous demande des salles maintenant, construction de salles pour les dédoublements, quand on nous demande pour l'inclusion des salles inclusives, les écoles, etc., elles évoluent beaucoup trop vite pour les collectivités. Il y a des collectivités qui perdent des élèves, d'autres qui en gagnent énormément vite. Et ça va aussi très vite et l'exigence est compliquée. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des liens effectifs. Et des liens forts où c'est l'éducation nationale qui doit aussi porter ces politiques pour l'ensemble de notre territoire. Mais enfin, voilà, je réagis beaucoup. Et du coup, ces inégalités-là, plus elles vont être portées par les collectivités, est-ce que ça va permettre de rompre des inégalités? Puisqu'il y a des collectivités, il y a une collègue qui est là, Danielle Valero, qui a beaucoup d'écoles REP, hein, par exemple. Oui, enfin, on le voit à travers la recherche, la comparaison France-Brésil, s'il n'y a pas une vraie volonté politique pour impulser, alors il peut y avoir des réussites exceptionnelles, locales, parce qu'il y a des équipes dynamiques d'enseignants, des histoires aussi locales qui se sont construites, mais du coup, on est livré à cet arbitraire-là. Et, enfin, moi qui interviens beaucoup en Seine-Saint-Denis là, en formation, sur le nombre d'ATSEM, ça dépend vraiment des villes, quoi. Enfin, dans certaines villes, même pour la moyenne section, c'est pas systématique. Enfin, il y a vraiment... Enfin, ça, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement. Là, je parlais de la ville du Sahara, mais les moyens sont donnés aussi que, en plus, chaque directeur d'école est épaulé par des responsables pédagogiques. Et ça relève quand même de l'État du Sahara et pas des communes. En revanche, il y a des interactions avec les communes, mais c'est impulsé quand même. Et c'est géré, c'est piloté quand même par la structure la plus englobante. Voilà, pour aller un peu dans votre sens. Bien sûr, la bonne volonté, bien sûr, on peut hein, localement trouver des choses, mais si ça repose uniquement sur simplement l'énergie et l'investissement et l'engagement d'acteurs locaux,
bah, au bout d'un moment, ça peut s'épuiser et puis ça dépend, enfin, ça dépend d'eux avant tout. S'il n'y a pas de cadre, c'est quand même plus compliqué. Et on le voit au niveau des inégalités quand on compare au niveau national ou au niveau régional. Enfin, on voit que quand même, c'est quand même lié à une impulsion politique. Et pas uniquement le discours, hein. On va faire réussir tous les élèves, c'est pas uniquement ça. Mais on y met aussi les moyens. Oui, tout à fait. Et euh, je- quand on est élu, on a une gestion de commune à faire. Et puis, il y a effectivement tout ce qui arrive, dont en plus vous avez dû supporter tous les coups de la pandémie. Et puis, il y a toutes les inégalités qui nous questionnent tous. Nous, quand on est enseignant, ce sont, enfin voilà, ça nous interpelle, ça nous inquiète, on se pose des questions. Nous, on va dire, on n'a pas assez de formation, on n'est pas assez entouré, on n'est pas assez encadré. À un moment donné, voilà, c'est pour ça que je reviens à comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, parce que si on attend, je pense qu'on va pouvoir attendre longtemps. Donc voilà, le financier est toujours un gros problème, c'est sûr, mais peut-être qu'ensemble, si on trouve des cadres pour fonctionner, on va y arriver localement, très certainement, parce qu'il n'y a rien de prévu, en tout cas dans l'encadrement des ATSEM, dans le dédoublement des grandes sections, c'est pas penser l'aménagement des salles, enfin je veux dire, ça n'est pas anticipé. C'est un mot que je prône, anticiper. Enfin, je veux dire, les décisions, quelles qu'elles soient, elles se prennent, mais ça veut dire qu'on a anticipé en amont. On a anticipé du mobilier, on a anticipé du personnel, on a anticipé de la formation. Quand on parle de pluricatégoriel, bah, qui va faire la formation? Comment se passe la formation? Sur quel temps se passe la formation? Donc, vous voyez, je reviens aux situations problèmes de départ, et il y en a beaucoup, et on ne pourra pas toutes les traiter. Sinon, il y aura un manuel qui existe et qui nous dirait comment faire. Voilà, je crois que c'est ça notre rôle, en tout cas, moi, l'association, vous, la vôtre, c'est de se réunir, c'est d'échanger et c'est de voir comment on peut avancer, en tout cas cheminer ensemble. Parce que nous, on n'a pas toutes les réponses, vous ne les avez pas non plus, mais moi, je dis toujours 1 + 1 + 1 égale beaucoup. Donc, si on met toutes nos compétences les unes au bout des autres, vous, nous, tous les acteurs qui sont présents, enfin, je vois qu'il y a des inspecteurs qui sont présents, je vois qu'il y a des collègues des syndicats, j'ai vu que Catherine, enfin, j'ai lu que Catherine était présente. C'est bien tous ensemble qu'on va y arriver et qu'on peut y arriver. Mais je suis peut-être trop positive ou trop naïve. Je pense qu'on pense pareil. Vas-y, Richard. On est un peu confronté à un rythme et un fonctionnement qui arrive de façon très, très verticale et on essaye de suivre ce rythme-là. C'est-à-dire que on va dire que toutes les années, à chaque mandat arrive sa réforme et sa nouvelle façon de faire avec des injonctions de se mettre en ordre de marche assez rapidement compte tenu des dernières directives. Et on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que on a vécu très difficilement entre les communes et les enseignants la question de la semaine des 4 jours, les rythmes scolaires. Ensuite, ces choses-là ont été mises à l'appréciation du terrain et chacun devait s'en débrouiller. Et puis ensuite sont arrivés les dédoublements de classes qui devaient se faire à marche forcée sans que tout ça ait été anticipé. Donc les communes ont suivi, les profs ont fait ce qu'ils ont pu, et puis ensuite est arrivée l'obligation de scolarité à 5 ans de façon assez verticale, avec jamais une justification précise, fondée sur une orientation défendue de ces injonctions-là. C'est-à-dire que il y a des usagers que sont les habitants et leurs enfants, il y a des collectivités, et tout le monde suit ce grand train-train-là à marche forcée et s'organise sans savoir le pourquoi du comment. Là-dedans viennent s'intercaler les combats corporatistes, tout ce qu'on connaît, et il faut
Il faut faire un peu le ménage de tout ça. Donc, qu'est-ce que font les usagers? Eh bien, ils décryptent tous les jours. Ils décryptent ce qu'ils peuvent décrypter. Et donc, il dit, la nouvelle injonction, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête du ministre et pourquoi faire? Où est-ce qu'on nous emmène? Et tout ça n'est pas décrypté, on ne sait pas où est-ce qu'on nous emmène. Donc, chacun y va de son hypothèse et de son interprétation. Et à ce moment-là, à partir d'une directive ministérielle, fusent les interprétations et se clivent les populations sur des hypothèses qui sont simplement des échanges d'interprétations. Nous, si on fait ces réunions-là, c'est pour sortir des interprétations. Et bien sûr que sur le terrain, on essaye de faire en sorte que tout ça fonctionne parce que c'est notre job, il faut le faire. Mais n'empêche que le fond du sujet n'est jamais posé. Jamais posé. Quand moi je dis c'est quoi l'école maternelle, à quoi ça sert, pourquoi des tout petits sont pris en charge dans un système collectif qui commence dans un cursus qui s'appelle un cursus scolaire, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et pourquoi une société qui se construit sur la compétitivité décrypte cette histoire-là comme il faut que mon gosse il soit le mieux placé au bon moment dans les meilleures conditions possibles parce que ce qu'on est en train de jouer, après il y a tout ce débat sur les premières années de la vie qui viennent déterminants et qui font que si on a loupé ce truc-là, il semblerait que tout est fichu. Donc il y a tout un débat très, très angoissant qui fait que ça ne se résume pas à comment, sur le terrain, on s'organise pour resserrer les coudes et pour faire en sorte que la vie continue dans les meilleures conditions possibles. Il y a quand même des questions fondamentales qui ne sont pas dites, pas décryptées et pas comprises. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est plutôt de ça qu'il s'agit. Sinon, on va voir dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'école maternelle si tôt. On s'aperçoit que chacun prend des stratégies individuelles par rapport à l'avenir de son propre enfant. Dans le service public, moi je suis un ancien prof, je connais ça par cœur. Dans le service public, on défend tout le service public, mais on a tous des copains qui ont des stratégies individuelles parce qu'ils ne vont pas faire de politique à leurs gamins et ce n'est pas à leurs gamins de payer le combat qu'ils mènent. Donc, ils mettent à l'abri leurs enfants. Ça, c'est un vrai sujet qui, pour une collectivité, pèse lourd. Il y avait juste Stéphanie Mestre qui voulait intervenir. On l'a mis du coup en... Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Et bonsoir Madame Chrétien. Juste, moi je suis donc IEN maternelle et pour contextualiser, je travaille dans le 06. Donc j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées ces dernières années. Ça fait 11 ans que je suis IEN dans le premier degré. Ça fait 3 ans que je suis IEN en maternelle. Si je fais le corollaire des 3 dernières années, nous avons eu énormément de temps de séminaires. Donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Mérin, c'est vrai que les demandes se sont multipliées. C'est vrai que la principale chose peut-être que l'institution a à faire aussi, c'est de pouvoir clarifier. On a parlé des PEDT, on a été aussi sur beaucoup d'allers-retours du point de vue des PEDT. Moi, j'étais aujourd'hui sur un stage justement avec l'IFE, avec Madame Delattre. C'est un des premiers stages que l'on a sur l'intermétier. Et je pense que ce sont des choses qui sont de plus en plus à développer. On a la chance au niveau des IEN maternelles d'avoir ce qu'on appelle les schémas directeurs de la petite enfance. Je pense qu'il faut aller vers ça de plus en plus. Ça se fait, ça et là en expérimentation, mais peut-être pas suffisamment. Et puis, je pense aussi, et pour avoir été les 2 dernières années, avoir eu la chance aussi de faire des Erasmus, je pense qu'aussi on prend trop pour acquis le fait qu'on ait une école maternelle. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance à dire aussi, il y a l'importance de ne pas dissocier les deux. J'ai pu voir ce que c'était que des Barnehage, des kindergarten, et à un moment on a aussi cette grande chance qui est, alors certains diront trop parce que c'est toujours une question de balancier, hein, de pouvoir structurer, d'être aussi sur peut-être pas suffisamment de manipulation, et donc c'est toujours la question du juste équilibre qu'il faut faire. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on a une école maternelle qui est une école, alors
efficace, peut-être pas encore suffisamment, mais quand on regarde les évaluations, quand on regardait les évaluations de grande section, on est quand même sur une école d'abord qui scolarisait 97% au national des enfants et qui, on va dire, pour 8 élèves sur 10, fait du très très bon travail. Le travail que nous avons à continuer, c'est pour les 2 élèves sur 10 et je ne mets pas de côté les REP et les REP+, mais je pense qu'on est aussi sur des partenaires qui se sont multipliés. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé ma carrière il y a 11 ans, je gérais essentiellement des enseignants. À l'heure actuelle, quand on est IEN, on gère des AESH, on va gérer des AED, on va gérer bien entendu des ATSEM. Et je pense qu'il faut tous aussi qu'on soit modeste parce qu'on a encore très peu de recul là-dessus et qu'il faut qu'on chemine tous ensemble par rapport à ça. Voilà, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Vous parliez de la question du temps. Le temps de concertation n'a fait qu'augmenter. Quand on est UN, on entend toujours la même chose. C'est pas assez, Madame l'inspectrice. On peut pas se voir, c'est pas suffisant. On est passé aussi de 27 heures de temps de classe à 24 heures. Il y a aussi un corollaire de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Mais pour revenir au niveau de l'éducation et des systèmes européens, je pense qu'aussi on a une grande chance, c'est d'avoir une école maternelle. C'est pas le cas partout. Et il faut y faire attention. Il faut y être précautionneux. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et je rebondis juste, c'est vrai que moi, je suis directrice de centre social à la base, donc je suis dans l'éducation populaire. Et il y a 20 ans, la ville de Brest avait créé son premier projet éducatif. On a mis 15 ans à avoir une personne de l'éducation nationale dans tous les partenaires de l'éducation, donc sociale, psychosociale, où on se parlait de l'enfant, de tout ce qui avait des besoins de l'enfant. Et quand Richard dit ça, et on n'avait personne l'éducation nationale, pas les enseignants, pas les directeurs, pas les UN, personne. Ça a fait une petite dizaine d'années, une petite, où ils commencent à arriver. Maintenant, ils sont très présents. Et ça marche mieux, effectivement. Et c'est un peu la question que posait Richard, mais qu'on peut poser sur l'école maternelle, mais sur l'école publique, tout simplement. C'est quel est le rôle de l'école maternelle aujourd'hui, parce qu'elle ne peut pas tout résoudre. Et j'y crois pas. Et on ne peut pas mettre ça en pression aux enseignants. Enfin, je trouve ça trop dur, violent, et puis c'est juste impossible. Mais comment l'école peut être... parce qu'il y a quand même l'obligation scolaire qui fait que les enfants sont à cet endroit-là. Hein. Par exemple, les 4 jours et demi, on m'a souvent dit, oui, mais il y a des centres de loisirs. Enfin, moi, dans mon centre social, sur les 350 enfants de l'école, j'en touchais 40 dans mon étant périscolaire, enfin, extrascolaire. Il faut aussi rester humble d'éducation populaire. Si on veut vraiment rompre aux inégalités, c'est quand même à l'école, parce que l'école, c'est là où il y a la majorité des enfants. Quand même. Mais l'école, comment elle peut être justement le lieu où les intervenants peuvent venir, les lieux où l'enfant peut se retrouver au centre d'un système et pas, c'est-à-dire tout le monde autour et l'enfant est balancé d'un côté de l'autre. C'est les familles qui doivent faire le lien. Et là, toutes les familles ne sont pas égales face à ça, face à la santé, etc. Et donc, du coup, c'est à quoi aujourd'hui, pour moi, pour reprendre ce qu'on dit, il faut qu'on se retrouve ensemble et qu'on se réunisse pour qu'effectivement, l'école... mais pas que l'école Vision Éducation Nationale dans les temps d'apprentissage, c'est l'école, comment elle peut participer à cette jonction des ruptures des inégalités, c'est-à-dire comment on peut mettre du médico-social. Je ne crois pas qu'un enseignant va devenir un jour un éducateur spécialisé et puis en même temps un infirmier, etc. C'est pas vrai. C'est comment on va pouvoir, chacun avec nos capacités, pouvoir aider l'enfant dans ses besoins. Mais pas juste dans le temps scolaire, c'est-à-dire... sortir du besoin scolaire de l'éducation nationale et faire de l'école autre chose. Mais c'est quoi cette autre chose? C'est un peu la question qu'on se pose. Moi, je remercie Madame Mestre pour ce qu'elle a dit parce que effectivement, on voit bien, vous dites, c'est quoi le rôle de l'école? Cette école, elle existe depuis 1881 et elle n'a fait que d'évoluer. Elle n'a fait que d'évoluer pour être, alors pendant très longtemps, sur tout ce qui était hygiène, conditions sociales, et on était déjà là pour que tous les enfants soient ensemble, hein, accueillir tous les enfants ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle devient? C'est une école maternelle où beaucoup de pays prennent modèle. En 1931, 25 pays sont venus au congrès de l'AGEM. Ça peut dire quand même, 1931.
il y avait des pays d'Europe et d'ailleurs qui sont venus voir justement qu'est-ce qu'on proposait aux enfants, comment les enseignants dispensaient et des apprentissages et tout ce qui touche autour du bien-être, du développement de l'enfant. Alors après, chacun est reparti et nous, on a continué de travailler avec les différentes structures dans les différents pays. Mais nous, on est affecté à une histoire. On a une histoire par rapport à cette école maternelle qui est différente d'un pays à un autre. Donc, on ne peut pas comparer. Je veux dire, chacun a évolué dans son histoire, chacun évolue dans son contexte, chacun évolue selon une politique, chacun évolue selon ce qui se passe au niveau des professions. Nous, par contre, ce qu'on revendique, c'est vraiment le rôle de l'école maternelle parce que ça va être un lieu où on va socialiser, faire que le vivre ensemble et vraiment, on puisse vraiment mettre, je ne vais pas dire le paquet, mais en tout cas que ça veuille dire quelque chose pour les enfants qui le vivent, et parce qu'on va mettre en place des apprentissages. C'est le lieu de la prévention, parce que c'est là qu'on va pouvoir commencer de faire des repères. Et oui, on n'est pas orthophoniste, et oui, on n'est pas enseignant spécialisé. C'est bien pour ça qu'on a besoin de tous. C'est bien pour ça qu'on revendique des classes avec des effectifs réduits. C'est bien pour ça qu'on revendique qu'il y ait des médecins ou des enseignants spécialisés qui puissent venir travailler, nous accompagner tous les jours. Si vous voulez, cette école maternelle, on va dire, elle sert pas. Enfin, ça y est, c'est fini, c'est dépassé ça. On n'en est pas là. On a une école maternelle et beaucoup regardent ce qui se passe sur notre école maternelle. C'est un modèle pour d'autres pays. Sauf que chacun s'en est emparé différemment. Mais comme le tout à chacun de vous dans sa commune s'empare de la vie collective, de la vie communale différemment, tout comme moi, je vais m'emparer de ces nouveaux programmes différemment, tout comme Madame Metz va s'en emparer différemment, parce qu'on va avoir chacun nos propres lectures, parce qu'on va être chacun dans un contexte différent. Sauf que c'est une école maternelle avec une scolarisation obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. C'est acté, dont acte. Et bien maintenant, on avance. Je veux dire, on ne peut plus se retourner en arrière. Enfin, c'est plus possible. On est sur une école de la bienveillance, sur une école de la confiance, exigeante aussi. Elle est exigeante, cette école maternelle, tout en étant dans un respect des enfants. Et maintenant, on a peut-être quelque chose à construire, à inventer ensemble, parce que les nouveaux programmes qui vont sortir posent des choses, posent des constats, font qu'on va réagir encore, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit dedans. Mais c'est bien parce qu'on va les mettre en place, c'est bien parce qu'on va avoir du temps. Alors, Madame Maître, vous dites on a du temps. Je ne sais pas, moi, je souhaiterais qu'à la pré-rentrée, on puisse échanger sur ces nouveaux programmes. Pourquoi on n'inviterait pas les élus? Tiens, allez, faisons un pari. On invite les élus à la lecture de ces nouveaux programmes à la rentrée. Les ATSEM, on trouve du temps pour que tous ensemble, on puisse réfléchir. On invite les parents, on en fait une lecture, on explicite, on dit ce qu'est cette école maternelle, on dit ce qu'on veut pour les enfants qui entrent à l'école maternelle. Et Madame Mestre, voilà, TIEN le sait, enfin voilà, elle est invitée au congrès de la GEM, comme tous les IEN maternelles, parce que c'est important pour vous, justement, ensuite, de pouvoir échanger avec différents acteurs, différents IEN de tout le territoire, parce qu'on ne fait pas tous la même chose, et puis parce qu'il y aura un séminaire qui est complètement organisé pour vous, pour avoir un temps de réflexion. C'est déjà prévu et j'y viendrai avec grand plaisir. Mais il me semblait qu'on se connaissait, que vous étiez déjà venue, Annie. Non, mais il y aura un temps. De toute façon, c'est clair que pour les nouveaux programmes, alors on dit les nouveaux programmes, mais vous le savez, on est toujours en instance. Nous, on vient à peine d'avoir la consultation au niveau des IEN maternelles, tout comme la JEM, je pense. Donc, on attend aussi. On a fait remonter un certain nombre d'éléments. En tant qu'IEN, moi, il ne m'appartient pas d'en discuter là d'un point de vue partenarial, mais c'est vrai qu'on est là aussi sur des évolutions, on est sur des choses qui sont des évolutions de fond, ce sont des programmes où, là, dans la lecture, en tout cas, qu'on nous a transmise, on nous demande aussi de plus en plus s'intéresser aux procédures, mais de plus en plus de manière explicite. On parle depuis quelques années de l'enseignement explicite au niveau de l'élémentaire, on voit que ce sont des choses aussi qui percolent du point de vue de la maternelle. On voit aussi qu'il y a des accents complémentaires qui
qui sont posés, je pense au niveau de la syntaxe, parce que je parlais tout à l'heure des évaluations de grande section, à tort ou à raison. Avant, on disait qu'on était sur des difficultés de compréhension. Moi, ce que je constate depuis 3 ans en tant qu'IEN maternelle, c'est que maintenant, on est sur des difficultés aussi, tout simplement, d'expression et d'échange, parce qu'on a un nouveau problème, c'était Cyrulnik qui disait ça, c'est le problème des écrans. On a une massification, on a des enfants qui sont de plus en plus exposés aux écrans. Et encore une fois, on jette la pierre à personne, mais c'est aussi quelque chose qui retransparaît. Et je pense que ce que vous évoquiez tout à l'heure, et M. Mera, tout ce que vous disiez, c'est qu'on demande beaucoup, on demande de plus en plus à l'école en général, à l'école maternelle en particulier, parce que c'est la première école. Et je pense aussi, et là aussi je vous dis les choses très modestement, parce qu'on a peu de recul là-dessus, on a depuis 2019 donc l'obligation d'instruction et non pas l'obligation de scolarisation. Et on est en train aussi de voir les choses changer par rapport à ça. Vous savez qu'on est aussi sur la question de la rentrée. Là aussi, le législateur a tranché, puisqu'avant, il pouvait y avoir des rentrées décalées. Maintenant, il n'y a plus de rentrées décalées. Les rentrées se font en septembre. Il peut y avoir des aménagements après. C'est fonction des IEN, c'est fonction, bien entendu, de l'enfant et de ses besoins. Et tout ça, ça crée des éléments complémentaires. C'est pas la thématique de ce soir, mais le questionnement est aussi sur la question de l'instruction en famille. Ça a un impact par rapport à ça et on est aussi, moi je vous disais, les métiers se transforment, ils se transforment à tous les niveaux. On est aussi sur des temps où un inspecteur, c'est aussi entre guillemets un contrôleur sur le contrôle de conformité de ce que les enfants connaissent et on est aussi sur ces éléments-là et on est aussi sur réinterroger l'école parce qu'on sait aussi que les familles, souvent, qui font ce choix peuvent être en difficulté par rapport à l'école maternelle. Donc, ça veut dire, et là, on est vraiment en lien avec vous au niveau des communes, puisque vous êtes responsable du contrôle social, on est responsable du contrôle pédagogique. Et là aussi, il y a des choses qui sont à tisser, il y a des choses qui sont à travailler en continuité par rapport à ces éléments. Je pense qu'on est aussi sur toutes ces problématiques parce que le nombre de problématiques n'a fait qu'augmenter ces 10 dernières années par rapport à la question de l'inclusion, mais l'inclusion au sens large, pas uniquement les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors peut-être parce qu'on va peut-être arriver à la fin, moi je voudrais, alors d'abord je vous remercie à tous d'avoir été un peu au fond des choses dans un débat qui est quand même un débat d'experts professionnels qui, pour nous, est très important parce que ça nous permet de comprendre aussi ce métier, mais ce qui va nous rester, et c'est ce qui va nous rester à travailler, surtout en tant qu'élu dans les conseils d'école, c'est la question de décrypter les objectifs de cette école maternelle. Parce que selon les villes dans lesquelles on est, on peut avoir beaucoup de lectures possibles de la fonction de l'école maternelle et de ses objectifs. Il n'y a pas trop de questions sur l'école élémentaire, puisque tout ça est assez connu du grand public. Mais l'école maternelle reste quand même une nébuleuse en ce qui concerne, pour le grand public je parle, c'est-à-dire pour les usagers, en ce qui concerne ses objectifs. On peut avoir un éventail extrêmement large de perceptions. Moi, j'ai vu des perceptions que les enseignants ne supportent pas, qui sont l'école maternelle, finalement, ça coûte moins cher que l'aide maternelle. Et c'est une solution de garde. Ça sous-entendrait que quand l'enfant n'est pas à l'école, ce qu'il fait ailleurs en dehors de l'école et les acteurs qui s'occupent d'eux ne font que de la garderie. C'est-à-dire que quand on laisse son enfant ailleurs, c'est peut-être qu'on ne comprend pas qu'il y a aussi là quelque chose qui est de l'ordre de l'éducatif, c'est même pas formalisé ça. Donc on a à l'extrémité de l'éventail la question d'une garde de l'enfant parce que c'est bien pratique et que c'est gratuit, et à l'autre extrémité de l'éventail, des attentes extrêmement ambitieuses qui consisteraient à positionner son enfant le plus tôt possible dans la compétition des études. Et il y a entre ces deux extrémités, on a toutes les interprétations possibles.
c'est-à-dire qu'on n'a pas une perception extrêmement claire des objectifs et de la fonction de l'école maternelle. Là, vous nous avez bien décrit ce qu'elle fait dans son moindre détail et comment elle peut progresser, etc. Mais moi, je vous dis, parce que j'habite dans une ville très populaire, où toutes ces réformes qui apparaissent, toutes ces transformations qui apparaissent ne sont traduites que par une confusion du discours et sûrement pas une clarification du discours. Or, on a besoin, nous les élus, d'aller porter un message dans les conseils d'école qui consiste à rendre lisible cette école. Voilà. Et quand vous dites on vous invitera à la rentrée, vous les élus, vous avez aussi ajouté on invitera les parents, c'est très, très important parce que la question de la fonction de cette institution avant l'école primaire, enfin avant l'école élémentaire, est une question qui reste entière pour beaucoup d'usagers. Moi, je peux vous dire, Monsieur Mera, que l'école maternelle, c'est une étape indispensable dans le parcours d'un enfant, parce que ça va lui permettre déjà de se créer, de s'affirmer, de s'épanouir surtout, parce que tout va être mis en place pour que ce soit dans le bien-être et dans la bienveillance, et d'apprendre. Et pour l'autre question, eh bien, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente, de présidente à présidente, et pour une fois, de présidente à présidente, je vous invite à ce que nous mettions en place la quinzaine de l'école maternelle en place ensemble à partir de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Vous le voulez? Eh bien, on va faire. Ah, on aura nos journées de l'éducation du réseau aussi, d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Mais complètement, il faut que de toute façon qu'il y ait des liens qui se créent. Après, je ne suis pas spécialiste de l'école maternelle. Mais il faut effectivement qu'il y ait des liens qui se fassent, c'est sûr. Et vive les présidentes. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Monsieur Joignot. Oui, Monsieur Joignot. Puisqu'on termine sur des notes, peut-être des perspectives un peu plus positives. Là, quand on reprend toutes les statistiques en termes d'apprentissage à l'école maternelle et d'inégalité à l'école maternelle, depuis le milieu des années 60, depuis qu'elles existent, donc quelles que soient les différentes conceptions de l'école maternelle, les programmes, c'est quand même une des plus grandes régularités. Les enfants qui fréquentent l'école maternelle de façon précoce et systématique, donc à partir de 3 ans, par rapport à d'autres enfants qui ne le font pas, apprennent beaucoup plus que les autres, quels qu'ils soient. En revanche, en termes d'inégalité, là, c'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que l'école maternelle ne réduit pas obligatoirement les inégalités, mais tout le monde profite. Simplement, certains profitent peut-être plus, ceux qui étaient déjà plus avancés, peut-être dans certains apprentissages, profitent plus que les autres. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas de réduction d'inégalité, mais voilà, enfin bon, je pense que de ce point de vue-là, quand on regardait le discours sur la fierté de l'école maternelle, il transparaissait encore au milieu des années 80, dans les orientations de 86, le préambule de Jack Lang, voilà, l'école maternelle, la vitrine de l'école française. Enfin voilà, c'était très positif. Maintenant, ça l'est beaucoup moins parce que les attendus sont beaucoup plus forts. Enfin, beaucoup de journalistes m'ont demandé d'écrire, enfin, c'est toujours la même chose, que l'école maternelle était devenue une véritable petite école préparatoire. C'est même pas l'école, c'est pas le CP du CP, c'est école préparatoire. Voilà. Mais par rapport à ça, enfin, ce ne sont pas les mêmes types de parents entre la garderie et il y a aussi cette diversité sociale. Il y a des attentes qui sont liées à des choses qui débordent de l'école maternelle aussi. C'est parce qu'il y a une pression sur les études longues, voilà, et que les apprentissages doivent être réalisés de plus en plus précocement pour préparer à des études longues. C'est plus tout à fait les mêmes objectifs qu'il y a 50 ans ou 60 ans avant la démocratisation, entre guillemets. Voilà, donc oui, l'école maternelle est très utile pour préparer sur le plan propédeutique, mais les exigences, les attentes sont accrues et le métier s'est complexifié aussi. C'est ce qu'on disait aussi, l'enseignant ne s'occupe plus seulement que de ses élèves, comme les inspecteurs ne s'occupent plus uniquement des enseignants. Mais il y a ces injonctions qui sont difficiles à mettre en place et qui engendrent des frustrations et des questions réciproques. Voilà. Y compris de votre côté, les élus.
Donc vous nous rassurez, la prochaine école maternelle ne sera pas une préélémentaire. Bah, C'est pas le but. au vu du dernier programme, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, là, ce que j'ai découvert grâce à Maryse Chrétien, là, à mon avis, non. Enfin, voilà. C'est pas le En but. tout cas, sur le plan des textes, en tout cas. Voilà. Ce qui est recherché, Parfait. si je peux me permettre, c'est vraiment un équilibre, justement. Oui, voilà. On retrouve Moi, je trouve quelque chose d'assez équilibré comme en 2015. Ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'épanouissement, la prise en compte de toutes les dimensions du développement et aussi les apprentissages préparatoires, je trouve que l'équilibre est encore assez important par rapport à ce qu'on pouvait redouter ou ce que certains redoutaient en tout cas. En tout cas, pour nous, c'est assez rassurant parce que c'est cette vérification-là qu'on voudrait faire, quoi. C'est effectivement l'idée C'est pour ça que l'on peut parler de confiance, Monsieur Mera, parce que vous pensez bien que les enseignants d'école maternelle ne veulent pas de la primarisation. Vous pensez bien qu'il y a tout un collectif d'acteurs qui s'est réuni pour échanger, pour défendre les intérêts des enfants, pour défendre l'école maternelle, et que parfois, il faut savoir résister. Eh bien, on en sera. Là, on est ravis et on sera avec vous. Mais c'est vrai que Madame Mestre en parlait un peu, mais la question aussi qui se pose enfin, je sais pas si c'est la déscolarisation, l'instruction dans les écoles hors contrat ou dans les familles. Enfin, nous, on repère dans beaucoup de collectivités une augmentation. Oui, c'est vrai que ça interroge sur justement ce que disait Richard, c'est comment redire aux familles que une maternelle, c'est pas une garderie, mais c'est pas un lieu où aussi on va apprendre à aller directement à Sciences Po. Enfin, voilà, c'est un peu. Et quand on voit les familles, on reçoit les familles, il y a un peu de ça. Et aussi je trouve qu'il est très dur en maternelle, et là-dessus, il y a un vrai travail à faire, c'est aussi l'apprentissage de l'handicap. Donc pour les familles, on apprend l'école, c'est déjà pas simple. Là, je parle des familles notamment en grande difficulté qui n'ont pas les codes scolaires français pour différentes raisons. C'est là aussi on apprend aux familles à avoir ces codes-là et à certaines familles. Et après, on apprend aussi à laisser l'enfant à l'institution et puis dans l'affectif familial. Et on apprend aussi à ce moment-là souvent l'handicap sans savoir trop ce qui se passe. Donc c'est vrai que l'école maternelle est un démarrage pour la parentalité très important et comment on accompagne tout ça. Et je pense que ce n'est pas les enseignants qui pourront le faire tout seuls. Donc on a du travail en commun à faire et les collectivités sont là pour aider effectivement sur toutes ces questions-là. Je le pense sincèrement. Juste un point à rajouter sur l'instruction en famille, ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous disais, on fait d'abord un contrôle, puisqu'on est mandaté pour ça, mais on passe aussi beaucoup de temps avec les familles, justement, à leur expliquer que d'abord, être enseignant, c'est un métier, qu'on fait énormément de choses en école maternelle, et quand les parents font le choix, justement, de se substituer, c'est-à-dire de devenir enseignants eux-mêmes, les temps pédagogiques d'explication, comment on rentre dans l'écrit, comment on construit le nombre, c'est là où les parents aussi mesurent, au final, tout le travail qui est fait par les enseignants d'école maternelle. Et souvent, on est sur des rescolarisations ou des gens qui n'ont pas forcément réalisé. C'était aussi complexe. Moi, pour vous donner un retour cette année, les difficultés, on ne les a pas eues sur les 4-5 ans, on les a eues sur les 3 ans. Parce que les parents partaient du parti pris que c'était facile à cet âge-là. Et souvent, ils s'aperçoivent que justement, il y a un sacré travail qui est fait du point de vue des écoles, puisqu'encore une fois, on leur explique par rapport à ça. Et c'est souvent à ces âges-là qu'on arrive à avoir des rescolarisations, pas forcément par injonction, mais tout simplement parce qu'ils réalisent qu'il y a des modalités, il y a des façons. On dit toujours que c'est plus compliqué souvent d'être enseignant en école maternelle qu'en école primaire, tout simplement pour une raison. Un élève à 6-7 ans, vous allez pouvoir lui donner l'injonction, alors même si elle ne va pas durer très très longtemps, de pouvoir s'asseoir et de faire. Essayer de faire ça avec un 3 ans, et a fortiori avec un 2 ans, ça ne marche absolument pas. Et si les enseignants n'ont pas la pédagogie nécessaire et n'ont pas les ressorts didactiques, pour le coup, ça ne fonctionnera pas. L'expérience du Covid a été concluante de ce point de vue-là aussi. Oui, tout à fait. En tout cas, je voulais vous remercier. On voit l'heure défiler. Je ne sais pas si vous avez une dernière petite phrase ou une petite idée de conclusion pour finir ce webinaire. Alors moi, j'en ai une qu'on utilise au sein de l'association, c'est
accueillir, dire, agir ensemble. Très bien, très bien. Nous, on en a une seule au niveau de la mission maternelle 06, mais c'est en lien avec la web radio, que vive la maternelle. Monsieur Vous êtes Joigneux, je sais pas inquiète si vous alors? Ouais, j'ai rien à ajouter, je dirais même plus. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous pour voilà, votre Merci. Oui. Enfin voilà, c'est important finalement de se dire, voilà, on a encore beaucoup de choses à se dire, on a vraiment beaucoup à partager encore ensemble. Donc, je vous remercie, je remercie les participants et merci pour votre confiance. Et merci à Christophe, parce qu'on avait changé au téléphone tout à l'heure. Et donc, à une autre fois, Christophe. Ben, merci. Puis moi, ça m'a permis d'apprendre l'existence de ce réseau et ça pourrait être un terrain d'enquête. Justement, pour les comparaisons avec la France. Voilà, ce ne sera pas des grandes quinzaines maternelles, mais peut-être des entretiens. Voilà. Non, on vous remercie beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu la logique du réseau, c'est se dire que, enfin, je l'ai déjà dit, mais je leur dis souvent, c'est que l'éducation, c'est une histoire de partenariat, en fait. J'en pense sincèrement qu'il n'y a personne qui arrive seul. Et je pense que c'est tout au long de la vie, mais c'est tout le temps et à tout moment. Donc voilà, et je vous remercie beaucoup pour tout. Et on croit fortement aux écoles maternelles et à l'école plus, à l'école publique, moi en tout cas. Donc on vous remercie. Et merci aux participants d'avoir écouté et à Madame Mestre s'être ajoutée au débat. Merci d'avoir accepté. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Et voilà, du coup, il y aura je mettrai en replay sur la chaîne YouTube du réseau pour ceux qui ont pu participer seulement en partie ou pas du tout. Merci.